Police secours. Il vient d'être agressé. BMW noir 161. BMW noir. Ok. Brigade motorisée, peloton de surveillance et d'intervention, brigade territoriale, différentes spécialités et domaines d'action, mais tous gendarmes. Et ils nous ont permis de les suivre pendant près de 2 mois. À la poursuite de chauffards, sur des flagrants délits de cambriolage ou sur des actions lors de bagarres, vous allez vivre le quotidien mouvementé des gendarmes de l'Isère. C'est un document TV Presse. Il vient d'être agressé. Ville de Roussillon, département de l'Isère, au sud de Lyon. Il est minuit, alerte maximale sur un tronçon de l'autoroute A7. Alerte, véhicule à contresens. Ce véhicule à contresens roulerait sur les mêmes voies que vous, mais face à vous, soyez vigilants. Pour l'instant, le patrouilleur, les services de secours sont partis à la recherche de ce véhicule. Pour les gendarmes du peloton motorisé de Chana, il y a urgence. Il y a risque de collision mortelle. 2 voitures de la gendarmerie roulent côte à côte à vitesse réduite, à l'affût du véhicule qui devrait arriver face à eux. Mais après plusieurs kilomètres, aucun contresens n'est à signaler. Alors qu'ils arrivent à la barrière de péage de Vienne, les gendarmes repèrent 7 voitures blanches garées sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils décident d'inspecter le véhicule. Au volant, un cinquantenaire. Bon monsieur, mettez vos mains en évidence ça. Les mains. Vous faites quoi là? C'est de l'autre côté. C'est Christophe, le lieutenant du peloton, qui dirige le contrôle. Vous avez consommé un petit peu d'alcool monsieur, hein? Ça se sent, hein? Ok, vous êtes rentré où là? Sur l'autoroute? Vous êtes rentré où? À Chana? Oui, voilà. Vous êtes rentré à Chana? Je suis arrivé là, et du coup, j'avais pas les... Vous avez pas d'argent? Voilà. D'accord, vous n'avez pas d'argent. Et donc, du coup, je suis rentré là. Et là, vous étiez un peu fatigué, donc vous avez commencé un peu... Voilà, je vous endormis là. D'accord. Et là, tranquille. En clair, l'homme n'avait pas d'argent pour payer le péage. Il reconnaît s'être garé, mais pas d'avoir roulé en contresens. La voiture est stationnée sur le parking du péage. Elle restera garée jusqu'à nouvel ordre. Le chauffard, lui, est emmené dans les locaux des gendarmes. Il va devoir s'expliquer. Mais avant cela, ici dans la petite doutoune, s'il vous plaît. il va être soumis à l'éthylotest. Allez, on reste concentré. Vous prenez une bonne aspiration. Oui, oui. Bloquez tout. Et vous soufflez. Allez-y, c'est parti. C'est parti, doucement. Encore. Stop. Impeccable. Putain. Parfait. Parce que là, j'ai tout... c'est bien. Là, j'ai tout dégagé, là. C'est bien. Ce monsieur est visiblement très content de sa performance. Il réalise d'ailleurs en quelque sorte un très bon score. 0,74. Oui, 0,74. Ça fait presque 1,5 g. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un... 0,74 g par litre d'air expiré. C'est 3 fois la limite autorisée de 0,25 g. C'est un délit et une suspension de permis immédiate. On va basculer côté bureau. Mais les gendarmes vont vite s'apercevoir que son permis, ce chauffard l'a déjà perdu. Dans le département de l'Isère, la compagnie de gendarmerie de Vienne nous a ouvert ses portes et nous a permis de suivre le quotidien mouvementé de ces unités. Vous avez plus de permis français? Il est invalide. J'étouffe là, je fais une crise de claustrophobie, je suis claustrophobe, je ne peux pas, j'étouffe. Vous ferez connaissance avec les hommes du PMO, le peloton motorisé de la gendarmerie de Chana. Vous véhiculez à la vitesse, monsieur. C'est du racket. Particularité de leur secteur, l'autoroute A7. Entre Vienne et Orange, elle voit passer en moyenne 70 000 véhicules par jour et jusqu'à 140 000 en période de vacances scolaires. Excès de vitesse, accidents et lutte contre l'alcoolémie au volant. J'ai bu 3 verres de vin blanc. Vous pouvez pas me mettre une amende, et si je prends une amende et voilà quoi, je vous la paye l'amende. Ils sont 28 à faire régner l'ordre. Il va tuer des gens, il voulait me tuer. Oh, j'ai 3 gamins. Nous avons aussi suivi le quotidien de leurs collègues du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Ces hommes surentraînés, spécialistes du flagrant délit. Regarde.
Ils sont envoyés en première ligne sur toutes les missions à risque. Une personne a été trouvée allongée au sol avec un couteau, a priori, donc planté dans l'œil. 24 heures sur 24, les gendarmes sont sur tous les fronts et veillent au respect de la loi. Vous me coupez la musique, autrement je vais y aller. Donc, moi je sais pas faire, j'arrache les fils. Au sud de Vienne, entre villages de campagne et centre urbain, la brigade territoriale de Roussillon. 34 gendarmes assurent l'ordre au quotidien, lutte contre les cambriolages. Ce qu'on entend au moment des auditions des victimes, c'est comme un viol. Et accidents de la route. Leurs missions sont multiples. C'est pour ça que je me suis engagé aussi en grande partie, donc pour moi ça va de soi en fait. Et je serais en civil, ce serait pareil. Ils s'appellent Francis, Jean-Pierre, Laura, Damien ou encore Mathieu. Pendant 2 mois, nous avons suivi ces hommes et ces femmes dans leurs opérations quotidiennes. Ça marche. Retour au peloton motorisé de Chana. Le chauffard alcoolisé qui roulait en contresens va être entendu. Allez-y, on va s'asseoir là. Le lieutenant a découvert que l'individu était un récidiviste. Son permis est suspendu et il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour conduite en état d'ivresse. La voiture, elle est où? La voiture, mon fils. Et le fils, il est où? Mon fils, il est parti en... Justement, mon fils, il est parti en vacances. Et moi, il ne voulait pas me porter la voiture en sachant que j'avais pas de permis. Et moi, j'ai profité le jour qu'il est parti en vacances. La veille, j'ai pas les clés. L'homme est trop ivre pour que les gendarmes l'entendent. Comme personne ne peut venir le chercher, il va passer la nuit à la gendarmerie, le temps de retrouver ses esprits. Pour ce soir, je vous explique. Oui. Voilà comment ça va se passer. Vous êtes alcoolisé, vous conduisez avec un véhicule alors que vous n'êtes, en ce moment, vous n'êtes pas titulaire du permis de conduire. Vous êtes en mesure de suspension du permis de conduire. Oui. D'accord? Vous allez rester avec nous ce soir. Mais j'ai pas déconné d'infraction, moi. Ah, vous avez pas commis une infraction. Vous conduisez un véhicule sans être titulaire du permis de conduire à l'heure actuelle, mais c'est pas une infraction pour vous. Et l'alcool non plus? Oui, mais quand vous m'avez arrêté, oui, j'étais pas au volant, j'étais pas... D'accord. J'étais garé tranquille dans la voiture. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. L'homme est ivre, mais lucide quant à sa ligne de défense. Il plaide le pas vu, pas pris. Quand les gendarmes l'ont interpellé, il était à l'arrêt, moteur coupé. D'après lui, rien ne prouve qu'il conduisait. Si je veux rentrer chez moi maintenant, là, bien sûr, oui. Qui va monter? Oui, monsieur. Qui va m'en empêcher de rentrer chez moi maintenant? Calmons-nous, monsieur. Donc ce soir, on va se reposer, tranquillou. Oui, je vais reposer chez moi. Non, chez vous, c'est pas voilà. Non, j'ai pas connu de délit. D'accord. J'ai pas connu de délit, monsieur, excusez-moi. J'étais garé c'est un endroit, c'est vous... Vous n'êtes pas alcoolisé, là? Si, alcoolisé, oui. Ah, d'accord. Je suis alcoolisé. Voilà. Mais ça suffit pas, ça. Mais ce soir, je reste pas là, moi. D'accord. Ah non, impossible, hein, je reste pas là. Les gendarmes ne sont pas d'humeur à tergiverser. Vous récupérez vos esprits, vous allez vous reposer ce soir, parce que je peux pas vous laisser repartir, c'est pas possible. À la vue de la cellule de dégrisement, l'homme prend peur et s'énerve de plus belle. Mais je rentre pas là-dedans, moi. Ah non, fermé. Monsieur, il n'y a pas le choix. Allez, monsieur, venez. Non, on discute dehors. Monsieur. Les gendarmes sont obligés de se mettre à plusieurs pour le calmer et éviter qu'il se blesse. Avec la force. Non, c'est pas la force. Allez, vous venez. Venez vous asseoir 2 minutes. Asseyez-vous. Allez. Venez vous asseoir 2 minutes. Il a été fouillé ou pas? Vous êtes alcoolisé. Là, vous êtes... Allez, vous enlevez la veste. Vous êtes alcoolisé. Vous avez besoin de vous reposer et de reprendre vos esprits. Ah, avec la force. Non, pas avec la force. Avec la force. Le t-shirt, c'est bon. Gardez-le. Non, j'enlève. J'ai envie d'enlever, j'enlève. Si vous voulez. Non. Vous le gardez. Si je vais le mettre après, je mets en poil. Pour éviter d'en arriver là, le lieutenant se fait enfermer quelques minutes avec le récalcitrant, de façon à l'apaiser. 10 minutes plus tard, allez, on va éteindre la lumière. Il ressort. C'est pas éteint encore le chauffard s'est endormi. Non, mais par contre, il faudrait éteindre la lumière. Pour les gendarmes, en revanche, pas question d'aller se coucher, malgré l'heure tardive. Nous, on va essayer de déterminer s'il était au blanc ou pas. On va essayer de récupérer les caméras de vidéo protection qui va sur la plateforme pour essayer de déterminer si quelle était en fait sa manœuvre et depuis combien de temps il était là et s'il était vraiment au volant avec l'alcoolémie.
Le lieutenant espère que la nuit portera conseil et qu'une fois à jeun et maître de ses esprits, le chauffard avouera son contresens. Le lendemain matin, les forces de l'ordre ont récupéré auprès de la société d'autoroute les images de vidéosurveillance de la nuit précédente. Des images sans équivoque. Donc le dernier véhicule arrive, il va faire des appels de phare là, c'est ébloui. On voit les deux véhicules qui arrivent chacun sur une voie de circulation, donc un dans le bon sens et un dans le mauvais sens. Donc celui-là est dans le mauvais sens. Mais il est en train de faire demi-tour, il revient dans le bon sens. Il est là, il est sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est presque arrêté, puis après il va s'arrêter sous le pont un peu plus loin. Heureusement que c'était en pleine nuit, qu'il n'y avait pas trop de monde encore, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Le chauffard émerge de sa cellule. Dégrisé, il est cependant encore bien fatigué de sa nuit alcoolisée. Il est entendu. Asseyez-vous là. Alors, avez-vous conscience d'avoir mis des personnes en danger en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique et avec un permis suspendu en ayant fait un contresens sur l'autoroute? Oui, je le reconnais. Oui, et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai réfléchi, c'est quand même grand. Et même très grave pour ce récidiviste. L'homme sera convoqué dans 2 mois au tribunal correctionnel de Vienne. Il risque de la prison ferme et une amende de plusieurs milliers d'euros. Il est 10 h du matin. Une opération se met en place. Francis, 49 ans, dont 29 en gendarmerie, se prépare. Sa particularité, il est l'un des 4 motards du peloton. Pour la mission du jour, il est accompagné d'un autre motard et d'un équipage en voiture. Le plus grand fléau sur les routes de France, c'est la vitesse. Alors l'une des missions premières des forces de l'ordre, c'est la chasse aux fous du volant. Direction l'autoroute A7. Les gendarmes se mettent en place sur un tronçon limité à 110 km/h. Ils ne vont pas attendre bien longtemps pour constater un premier excès de vitesse. Posté à quelques kilomètres en amont, Laurent. Il traque les vitesses excessives avec ses jumelles à visée laser et renseigne les motards. BMW noir 161. BMW noir. Ok. La voiture noire passe devant les motards qui la prennent immédiatement en chasse. 161 km/h au lieu de 110, c'est 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Rétention de permis assurée. En à peine quelques minutes, les gendarmes rattrapent le chauffard et l'interceptent. La voiture est escortée jusqu'à cette sortie qui mène tout droit au parking du peloton motorisé. Carte grise, assurance. C'est la voiture à mon oncle, je vais juste appeler mon oncle pour la carte grise. Oui. Vous êtes pris à la vitesse, monsieur? Oui. Vous le savez? Je le sais. Vous pensiez être à combien? Je sais pas du tout. Je sais pas. 161 pour 110. Pour 110? Alors, oui, de l'assurance. Mais le jeune homme poursuit son appel et ne semble pas perturbé plus que ça par son interpellation. Il a même le sourire quand il annonce à son oncle qu'il vient d'être contrôlé avec sa voiture à 161 km/h. Là, c'est rétention immédiate du permis de conduire. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de conduire. À partir de maintenant. Le jeune homme ne conteste pas l'infraction. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il perd son permis. J'ai eu des soucis. Voilà. Pareil? Ouais. Vitesse aussi? Apparemment, ça s'appelle le sang. Comment? Apparemment, ça s'appelle le sang. Le récidiviste ne se départit toujours pas de son sourire. Une réaction inappropriée pour Francis. Ça l'inquiète pas. Non, non. Ne faites pas compte, hein, qu'il va plus pouvoir rouler. Alors, réaction blasée ou sourire nerveux? Ah, c'est pas les sourires, ils font leur métier aussi. On pense à notre sécurité, hein. Je vais aller avec mon petit frère. C'est lui qui va conduire à notre place. Les motards passent le relais à leurs collègues pour la suite du contrôle et repartent se positionner sur l'autoroute. Pour eux, un contrevenant chasse l'autre. À peine le temps de se remettre en place, un nouvel excès de vitesse est signalé. Non, passe devant, j'en ai vu encore. Et pas par n'importe quel véhicule.
Une voiture de course. Ferrari gris 137. Ferrari gris 137. Gris clair ou gris foncé? Bon, après, il ne doit pas en avoir 40 000. Quelques secondes plus tard, le bolide gris clair passe devant eux. Francis et son collègue accélèrent fort à la poursuite du pilote qui a eu le pied un peu lourd. Le conducteur se laisse sagement rattraper par les motards et termine lui aussi sa course sur le parking du peloton autoroutier. Monsieur Saint-Raphaël, je viens de récupérer le véhicule au niveau de l'attestation d'assurance, tout à fait conforme. Donc on va rédiger une contravention, ça sera 90 € 2 points, d'accord, que vous recevrez à votre domicile d'ici une semaine à 10 jours. Oui, c'est ce que là. Allez, on revient. Allez, vivement la révolution. Allez. Bien sûr, vous êtes prêts pour la révolution? Moi, oui, mais beaucoup d'autres ne le sont pas. Il faudra faire des sacrifices? Non, parce qu'on paye des impôts. Là, c'est du racket. C'est du racket sur une autoroute. Dans une autoroute, dans une descente très large, avec peu de circulation, excusez-moi, et après on passe à 130. Et avant, on était à 130, vous voyez 130, 110 devant 2 km et 130. Allez, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, la révolution attendra donc encore un peu. Vous pensez que c'est scandaleux d'être verbalisé pour la vitesse? Ouais, pour ça, avec ce genre de véhicule, on fait attention. On ne prend aucun risque, mais vraiment aucun risque. Je vous assure, aucun risque. Jusqu'à quelle limite vous prenez aucun risque? Hein? Jusqu'à quelle limite vous prenez aucun risque? Ben, sur une autoroute comme ça, avec une voiture comme ça, c'est comme, excusez-moi, si je roulais avec une autre voiture à 90. Et puis, non, je fais attention. Je fais attention aux autres surtout. Parce que le problème, c'est pas moi, ce sont les autres. Et il y a des bons conducteurs et il y a, malheureusement, vu l'âge, il y a beaucoup de mauvais. Voilà. Cet entrepreneur à la retraite tente maintenant d'émettre un doute sur la fiabilité des radars. Comment? Ah, ils sont vérifiés tous les ans, donc il n'y a pas de souci. Bon. Il n'y a pas de voiture pour augmenter la vitesse. L'homme n'insiste pas davantage. Il n'échappera pas à la sanction. C'est sa première contravention avec cette voiture. Ah, vous l'achetez? D'accord. 24 octobre, ouais. Ok. Ouais, il est baptisé. En attendant, il doit s'acquitter de 90 € et faire le deuil de 2 points avant de repartir. Allez, bonne journée quand même. Du coup, et certainement pour faire bonne figure devant la maréchaussée, l'homme repart piano sur son monstre mécanique de 400 chevaux et fait jouer, tout en sourdine, la petite musique de son moteur V8. Il en est un autre qui a l'humeur musicale ce matin. Ce gendarme qui chantonne gaiement pour son départ en patrouille, c'est Jean-Pierre, 57 ans, dit JP. Un des plus anciens du peloton motorisé de Chana. Il s'est engagé dans la gendarmerie il y a 25 ans. Aujourd'hui, il fait équipe avec une jeune recrue du peloton. JP va lui faire bénéficier de son expérience. Ralenti, tu te mets là, sur le zébra. Et pas de doute, le patron, c'est lui. Là, avance là. Avance. Stop. S'ils sont à Chana, on le voit là. Si on le voit là. Tac. L'équipage se positionne sur une bretelle d'accès à l'autoroute pour une mission bien précise. Alors on nous signale une 306 blanche, donc dans un drôle d'état, puisqu'elle n'a pas de capot à l'avant. Et le conducteur ferait des zigzags, soit il serait au téléphone, soit il y a d'autres raisons, mais bon, là on ne sait pas. Bon, là il ne devrait pas tarder à arriver. Quelques minutes de patience. Le véhicule signalé est en vue. T'es censé intervenir? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. La voiture blanche sans capot passe devant eux.
La jeune gendarme se lance à sa poursuite et pousse le moteur dans les tours. Un peu trop, au goût de JP. Pousse pas tant, ça sert à rien, tu perds du temps. JP s'improvise moniteur d'auto-école. T'as mis tes feux? Un moniteur un peu autoritaire. Allez, mets la 6. Voire même stressant. Attends. Doucement. Reste là. JP craint que le conducteur profite du poids lourd qui fait écran pour bifurquer au dernier moment vers une sortie. Parce qu'il va nous faire le coup de... Regarde. Finalement, dans une manœuvre plutôt osée, il se gare sur une aire de dégagement. Mets-toi devant. Au volant, un jeune homme. Ouais, attention à toi. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon capot qui soit arraché sur l'autoroute. Ouais. Je suis dégoûté. Et comment ça vous est arrivé ça? Parce qu'en fait, j'ai eu un impact. Bonjour. J'ai eu un impact sur un pilotis vers chez moi et je pensais que quelqu'un allait le dire et Vous pouvez représenter votre permis de conduire, vous avez perdu votre téléphone. Le permis de conduire, je l'ai pas parce que je l'ai perdu, donc j'ai que des photocopies à mon dossier. Vous avez consommé un peu d'alcool? Une bière ce matin. Pourquoi? Vous voulez me faire souffler? Ni stupéfiant, ni alcool. En ce moment, je suis au centre de soins de Juxtapad avec dictologie. D'accord. Je suis là pour me soigner. Bon, mais ça va alors. Malgré ces déclarations, le jeune conducteur va devoir se soumettre à un test d'alcoolémie et de stupéfiants. Direction le local du peloton autoroutier. Eh bien écoutez. Durant le trajet, il confie à JP s'être brûlé avec l'eau du radiateur de sa voiture. Ah, moi j'ai mal là. On est arrivé là. Là j'ai mal là. Elle devait pas être froide la flotte. Et ce qui est bizarre, c'est que j'en ai pris plein la gueule. Et vous avez rien? J'ai rien. Rien du tout. En guise de soin, il s'est fait un pansement de fortune avec un sac en plastique. Je sens que c'est en train de cuire. Là, la priorité, c'est l'eau. On va vous y mettre de suite. Dès son arrivée à la gendarmerie, le jeune homme téléphone à sa mère. En fait, ils m'ont arrêté. Et pile au moment où je tombais en panne. Donc en fait, limite, ça m'arrange. Donc là, comme je me suis brûlé, ils vont me soigner. Ok. Vous asseyez là, s'il vous plaît. Pour atténuer une brûlure, rien de mieux que de laisser sa main sous une eau tempérée une quinzaine de minutes. Bon, ça va mieux? Ouais, c'est proche. Ok. C'est la première fois que je me fais aider par la police. Ah bon? Ah ouais. J'en ai eu des histoires avec la police. Et là... Comme quoi, vous voyez, hein, carrément, hein, parce que depuis que je me tiens à carreau depuis 2 ans, voilà. Si bon, bah, je me suis fait supprimer mon permis. Enfin, je vais me faire supprimer mon permis, mais bon, j'étais sous conduite d'alcool et de stupéfiants. Maintenant j'ai grandi, je sais que je mets les gens en danger. Et quand on y pense, quand on met en danger les gens sur la route et tout, 6 mois de suspension, c'est pas non plus très cher payé, quoi. Oui. Ce garçon a 24 ans. Toxicomane, il est actuellement en cure de sevrage dans un centre d'addictologie, sous médicaments de substitution administrés à heure fixe. Et c'est quoi les effets si vous les prenez pas? Effet de manque, je peux délirer, je peux faire des crises de psychose. On voit ça de suite, vous avez entendu? Si JP est inquiet, c'est que le jeune homme va manquer son traitement de la mi-journée. En attendant de trouver une solution rapide, la loi oblige au contrôle d'alcoolémie. Vous allez souffler, s'il vous plaît? Allez, vous prenez l'aspiration et vous soufflez. C'est bon, ça me suffit. Le résultat? Bon, mais déjà, vous avez 0 à l'alcoolémie. Hein. Ouais. Donc, vous n'êtes pas du tout alcoolisé. Non, je ne bois pas, j'évite de moi. On va vous faire la prise de stupéfiants. Ouais. C'est obligatoire. Ouais. Allez, hop, vous prenez ceci, vous frottez sur votre langue, sur les parois de votre bouche et sous la langue. D'accord. Bon. Sur ma langue. Sur la langue, voilà. De son côté, JP appelle le centre d'addictologie. Est-ce que déjà, dans un premier temps, il a le droit d'être à l'extérieur? Il a le droit de sortir du service. Donc, il va falloir absolument que quelqu'un vienne le chercher. Ouais. Parce que nous, on l'a intercepté sur l'autoroute au volant d'un véhicule, dans un piteux état. Vous l'avez bu? Bu, non, on a fait l'alcoolémie, il n'avait pas bu. D'accord. Par contre, on est en train de faire des tests pour la drogue. Mais le problème, c'est qu'il est sous méthadone, d'après ce qu'il nous a dit.
Voilà, c'est ça, oui. Donc ça veut dire que s'il est sous méthadone, tout va être faussé. Voilà. L'urgence pour JP est de remédier à de possibles effets de manque. Si j'ai bien compris, il n'a pas pris ses médicaments de midi. Bah non. Et là, il commence déjà à être dans un état un petit peu secondaire, je dirais. Bah écoutez, on va voir comment on s'organise et puis on vous rappelle. Ouais, ça serait bien d'aller assez vite, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Et on va organiser ça, on arrive. Hein. C'est super, je vous remercie. Merci. Merci. Et au revoir. À tout de suite. JP est offusqué par l'imprudence du personnel du centre d'addictologie. Il avait rien à faire à l'extérieur. Hein. Ça n'était même pas. Je pense qu'il s'était même pas rendu compte qu'il était plus là. Ils étaient tout étonnés qu'il soit plus là. Donc il n'était pas censé être à l'extérieur, est-ce qu'il était censé conduire? Ah, pas du tout. Encore moins. Le jeune homme avait interdiction de sortir de son centre et surtout de conduire. Mais les excès liés à la drogue semblent malheureusement une habitude. Dites-moi, madame, voilà. On attend, ça prend un certain temps. Non, peut-être, ça m'a inquiété. Non, non. Non, de toute façon, je le sens de moi. Mais je l'ai déjà eu plusieurs fois. Hein. Vous connaissez déjà. À chaque fois que je me suis fait supprimer mon permis, c'était pour stupéfiant. Si le test est obligatoire pour la procédure, dans le cas présent, JP sait qu'il sera faussé. Ce mec-là, il est responsable de quoi aujourd'hui? Il est responsable des médicaments qu'on lui donne? Tu peux le verbaliser sur rien? Tu vas le verbaliser sur quoi? Sur sa conduite? Sur son manque de permis? Sur son manque d'assurance? Il a rien. Mais aujourd'hui, si tu l'envoies au tribunal, il va être innocenté de tout, puisqu'il ne sera pas responsable de ce qu'il a fait. JP obtient une réponse du centre d'addictologie. Personne ne peut venir chercher le jeune homme. Non seulement ils ne l'ont pas vu partir, mais il se décharge de son retour sur les gendarmes. Moi, ma mère, elle peut peut-être venir m'emmener. Et si sa maman le ramène? Ouais. Appelez-moi votre mère, je vais lui parler, moi. Passez-moi votre maman. Allô? Ouais, le gendarme, il veut te parler. Allez. Allô? Alors, je viens d'appeler l'hôpital. Bon, dans un premier temps, il devait le récupérer. Et il ne le récupère pas. Parce qu'il faut faut la ramener là-bas. Mais nous, on n'a pas la possibilité de le faire. Est-ce qu'il y aurait possibilité, vous, que vous veniez le chercher au peloton autoroute à Chana et le ramener à la psy 14, là où il était au départ? En attendant l'arrivée de la maman, le gendarme tente de faire prendre conscience au jeune homme des possibles conséquences dramatiques d'une conduite sans assurance et sans permis. Non, mais si tu avais eu un accident, tu te rends compte dans la merde que tu te mettais? T'es déjà dans la merde là, mais t'étais jusqu'au cou là. Oui, et puis surtout un truc que mon père m'a dit une dizaine de fois, quoi. Voire une centaine. Je grandis pas. Depuis mes 17 ans, je grandis pas. Je prends rien. Je prends rien de mes leçons. Cette drogue, elle me diminue, j'en ai bien le cul. Quand je vais m'en sortir, franchement, je vous jure, je vais m'investir dans des associations pour... ça, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que ça vous rend gogol. Pour de vrai. Je vous jure, ça vous rend gogol pour de vrai. Il n'y a pas un sentiment de gâchis? De gâchis? Ouais. Un truc de fou. Et c'est les gens dans les centres, les plus vieux que moi, qui m'ont fait ce choc comme ça. Parce que je vois des gars de votre âge qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien fait de leur vie. Moi, je peux pas. De toute façon, je l'ai déjà dit, hein, si à la base, j'avais dit à mes 24 ans. Eh oui, mais après, on repousse toujours. Ouais, mais si à mes 30 ans, ça sera trop tard. Moi, j'ai une il faut que tu... C'est maintenant, c'est dans l'année. Je le fais pour moi, mais après le truc... Non, pour tes parents surtout. T'as vu dans quel état ils sont? Pour moi et ma mère. Vous savez que si on me rendrait tout l'argent que j'ai dépensé dans le truc... Vous achèteriez une BMW. Mais bien plus que ça, je vous jure. Et puis aussi, j'ai eu des dettes envers des dealers que mes parents ont effacées. Mes parents, je leur dois 8 000 euros. Combien? 8 000. Parce qu'ils ont le cash scrupule, ces gens-là, ils viennent menacer votre famille et tout. Enfin.
Vous savez, de parler de la drogue et tout. Je le fais à chaque fois, vous savez pourquoi? Parce que depuis que j'ai compris ça avec les psychologues et tout machin, je l'exorcise et ça me fait vraiment du bien. Vraiment du bien. Mais moi, tu sais ce que j'espère aujourd'hui? C'est que le fait qu'on t'ait arrêté, que ça te fasse arrêter. J'espère pour toi. Et pour tes parents surtout. La mère du jeune homme est arrivée. Bonjour. Bonjour. Bon, t'es là, s'il te plaît. On y va? Allez. Merci, au revoir. JP est loin d'être insensible au cas de ce jeune homme. Je suis le père d'un gamin qui a le même âge que lui et je m'imagine dans sa situation et je me dis que les parents ils doivent vivre des moments effroyables, quoi. Et c'est vrai que ça, quelque part ça me touche un petit peu parce que tu te dis que tu pourrais être dans cette situation-là, quoi. Voilà. JP et ses collègues sont des professionnels de l'intervention. S'ils sont parfois touchés par des situations auxquelles ils sont confrontés, ils ne se laissent pas pour autant submerger par leurs émotions. À l'inverse, ils ne sont pas désabusés et veillent à accomplir leur mission sans faillir. L'autoroute A7 est le domaine d'action privilégié des gendarmes du peloton motorisé de Chana. Ils veillent sur une portion de bitume de 38 km. Les hommes et femmes qui y sont affectés sont des spécialistes de la lutte contre les infractions routières. En 2018, ils sont intervenus 651 fois sur leur secteur. Alcool, vitesse, imprudence, les accidents sont fréquents. Il est 18h. David et Ludovic, deux jeunes gendarmes, partent en patrouille. Direction l'A7 pour un contrôle vitesse. Postés à l'abri des regards, jumelles laser en main, ils traquent les mauvais comportements routiers. Au bout de 10 minutes, un appel téléphonique du centre opérationnel interrompt la mission. Oui, bon Chana. Le gendarme opérateur du 17 met en relation David avec un conducteur qui roule actuellement sur l'autoroute. Il dit avoir été percuté par un camion. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de crier et expliquez-moi calmement parce que je comprends pas ce que vous dites. Vas-y, vas sur la 7. C'est un camion qui vous a percuté? Et vous êtes en train de le suivre? C'est quoi votre voiture? 406 grise claire. Le conducteur de la 406 gris clair a noté sa position. David et Ludovic ne sont pas très loin de lui. Ils s'engagent sur l'autoroute. Quelques minutes plus tard, sur la voie de droite, Les 406 à droite, là, c'est pas ça? le conducteur fait de grands signes aux gendarmes afin de manifester sa présence. Ah, il fait le con aussi. Il ne suit plus le camion, mais le précède. Le camion le colle dangereusement. C'est l'autre qui l'empêche de doubler, il fait n'importe quoi aussi, l'autre. David se rend compte que la 406 oblige en fait le camion à ralentir. Il y a urgence à stopper cette poursuite peu ordinaire et dangereuse. Par chance, ils arrivent à la barrière de péage. Vous nous suivez? Vous nous suivez aussi, tous les deux. On va aller sur l'aire de l'autoroute. J'espère qu'il va pas le taper dessus, hein, parce qu'il a l'air bien énervé. Ouais. Dans la 406, le conducteur semble effectivement bien agité. Tu parleras au mec du camion et moi je prendrai l'autre à part pour pas qu'il se croise, pour pas qu'il s'embrouille. Gendarmes, 406 et poids lourds se garent sur le parking du peloton. Ludovic va immédiatement à la rencontre du routier. Ce dernier est un peu tendu, mais pas agressif. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Écoutez, ce monsieur opère que bien. Oui. À l'intersection de Saint-Etienne. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, et tout le monde sert à droite pour rentrer parce qu'il y a les bouchons là-bas. Lui, il se met devant moi, il traîne, il veut s'enquiller au dernier moment. Je klaxonne. Et à un moment, il a paniqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans une voiture à droite. Il est rentré dans une voiture, il s'est taillé, il me suit, il croit que c'est par rapport à moi qu'il a frappé dans une voiture. Alors que moi, il m'a pas touché rien. David a bien sûr droit à une autre version de la part de l'automobiliste énervé. Il m'a tapé comme ça, moi j'ai tapé l'autre monsieur, c'est un vieux, un ancien, un personne âgée, je sais pas qu'est-ce qu'il est arrivé. Lui, il peut plus. Ce conducteur affirme avoir été percuté par l'arrière par le camion, ce qui aurait eu pour conséquence de le propulser dans la voiture devant lui. Et cela fait 20 km qu'il prend tous les risques pour stopper le poids lourd afin de se faire justice. Comme vous avez fait, des mecs comme ça, il faut pas laisser, parce que si je laisse le partir, il va tuer des gens, il voulait me tuer. Oh, j'ai 3 gamins, depuis 90, j'ai 30 ans de conduite, j'ai jamais fait comme ça. C'est la première fois. Il m'a tapé exprès.
D'accord. C'est pas normal, ça c'est un mec qui tue les gens sur la route. Ok, on va voir ce qu'on va faire, restez là, respirez, calmez-vous. On va voir ce qu'on va faire avec lui. David va maintenant entendre le routier. Dit qu'il a pas trop. Vous l'avez percuté ou pas? Non, je l'ai pas touché moi. Comment ça se fait qu'elle est dans cet état-là? Regardez, sa voiture, elle est choquée à droite. D'accord. Et moi, où c'est qu'il est choqué? Et donc lui, comment il aurait fait ça? Il a frappé une voiture, il s'est taillé. C'était lui qui a frappé la voiture? En fait, il s'est rabattu sur une voiture, il a frappé. Et la femme, elle est sortie, lui, il s'est taillé. Il est venu scolairement pour pas faire le constat avec la dame. Alors pour moi, il m'a pas touché, moi. C'est compliqué. Il y en a un qui dit quelque chose, l'autre qui dit autre chose. Commencez à voir le vrai du faux. D'autant plus compliqué que chacun a l'air sincère. Mais force est de constater qu'il n'y a aucune trace de choc sur le flanc droit du camion. Ce qui devrait être le cas s'il a bien percuté la voiture grise. En revanche, l'état du pare-choc de la 406 fait plutôt penser à un choc frontal. Mais l'homme n'en démord pas, il serait la victime. Je suis un chauffeur routier et je connais, hein. Non, il a fait volontaire. Vous voulez me tuer? C'est 44 tonnes. 44 tonnes, hein. C'est pas 2 tonnes ou 3 tonnes, hein. T'as 44 tonnes. Des mecs comme ça, il faut qu'ils enlèvent le permis, carrément. Alors monsieur, comme le monsieur, on va vous faire souffler. Ouais. Allez-y. Parfait. Les deux conducteurs ont un taux d'alcoolémie négatif. La tension, elle, ne cesse de monter, notamment chez le conducteur de la 406. Surtout qu'il y a maintenant confrontation des deux versions. Il a tourné tout à gauche pour qu'il me tape moi avec la remorque. Il m'a tapé avec la remorque. Quel côté? Avec la remorque. Quel côté je t'ai tapé? Eh ben regarde la voiture. Mais là, regarde la voiture. Mais le choc, la voiture, il a fait comme ça. Non, mais le choc, il est où? De ce côté, alors. Je t'ai tapé de ce côté. Tu m'as tapé. Dialogue de sourds. Le routier préfère couper court et s'éloigner. J'ai mis 12 points, moi. Vous voyez. T'as tes 12 points, toi? C'est pas grave. J'ai mis 12 points, moi. Excuse-moi, mais je te lâche pas. Je te jure, je te lâche pas. Parce que là, j'ai 3 gamins, je suis père de famille. Dans ce genre de situation, là, comme il n'y a pas de dégâts corporels, c'est que du matériel, il n'y a pas d'alcoolémie. Donc là, en fait, ils vont gérer ça entre eux. Ils se sont échangés les plaques d'immatriculation. Donc après, ils voient ça avec leur assurance et puis c'est plus à nous de gérer ça. Après 45 minutes d'éructation et de menaces en tout genre, chacun est finalement reparti bien sagement de son côté. Les gendarmes sont les garants de l'ordre et du respect de la loi. Au peloton motorisé, pas une journée ne passe sans son lot de contrôles. Car malheureusement, les individus dangereux n'ont pas fini de sévir. Oh, doucement! Lors de contrôles comme celui-ci, les gendarmes sont en première ligne. Si la plupart du temps les automobilistes s'arrêtent, les gendarmes sont parfois victimes de véritables chauffards. Comme le 4 juin 2019, il est alors 22 h. Des caméras de vidéosurveillance filment un banal contrôle routier. Un gendarme est posté en haut à droite. Tout à coup, une voiture le percute volontairement. Ce gendarme, nous l'avons retrouvé. Il a 55 ans. J'aurais pu y passer. Parce que vous m'aurez vu les premiers jours, je peux vous dire que j'étais pas beau à voir. Après 4 semaines d'hospitalisation, ce rescapé a accepté de revenir sur les lieux du drame. Non sans une certaine angoisse. Sur ce rond-point, il a failli perdre la vie. J'étais ici, je passe des voitures, et j'en vois une arriver rapidement, là-haut. Ouais. Je me suis avancé pour essayer de lui dire de se garer correctement. Et c'est là où lui, il n'a pas eu le temps d'attendre que j'arrive, qu'il vient sur moi. Et moi, j'ai pris la décision de me mettre sur ma droite pour l'éviter. Et manque de peau, il vient sur moi. Donc le réflexe que j'ai eu bêtement, c'est le réflexe, hein, de mettre mes mains devant le capot. Bon, il m'a tapé, hein, et j'ai tourné et je suis tombé sur la tête et le dos, juste là. Donc à peu près 13 mètres, hein, d'après ce qui a été mesuré. Donc voilà. Le choc a été extrêmement violent. Par miracle, le gendarme est sain et sauf, mais tout de même très amoché, son bassin est fracturé.
Et les premiers gestes que j'ai eus, c'est toucher mes jambes parce que j'avais mal au bassin. Oui. Après la main derrière la tête parce que j'avais pris un coup. Oui. Ça saignait. Il y a un médecin qui passait par là, m'a fait les premiers soins, plus ou moins. La justice ouvre une enquête pour tentative d'homicide et recherche le conducteur qui a tenté d'écraser volontairement le sous-officier de gendarmerie. Par chance, une autre caméra de vidéosurveillance, installée quelques mètres après le lieu de l'impact, a pu filmer sa plaque d'immatriculation. Le chauffeur est ainsi identifié. Le gendarme, lui, reste très choqué. Je voudrais savoir. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Pourquoi il a fait ça? Alors d'après lui, il dit il a eu peur, il avait bu, il avait peur de s'arrêter. Peut-être, je veux bien le croire. Mais alors pourquoi après aller brûler sa voiture? Je sais pas, vous foncez sur un gendarme, tout, bon ben vous arrêtez pas, ben, vous allez vous cacher, vous n'allez pas brûler votre voiture. Alors, la justice lui apportera-t-elle les réponses? Quelques jours plus tard, au tribunal correctionnel de Grenoble, le gendarme va assister au procès de celui qui a failli le tuer, accompagné de ses collègues de la brigade. On voit qu'on est soutenu. Donc voilà, que c'est, comme on dit tous, la gendarmerie c'est une grande famille et dans ces moments-là, on le voit. Le mis en cause assure qu'il n'avait pas vu le gendarme. Il plaide l'erreur de conduite. Mais pour l'avocat du sous-officier, sa version ne tient pas. C'est effectivement quelqu'un qui a volontairement voulu se soustraire, qui a volontairement voulu blesser un gendarme, qui a voulu s'enfuir. Il n'a pas freiné. Finalement, le chauffard sera condamné à 4 ans de prison. Une affaire symbolique. Aujourd'hui, le nombre de victimes au sein des forces de l'ordre explose, du jamais vu. Une augmentation de 15%. En 2018, près de 10 000 policiers et gendarmes ont été blessés durant leur mission. Nous sommes samedi soir. Les gendarmes du PSIG, le peloton de sécurisation et d'intervention de la gendarmerie, sont appelés en renfort par des collègues de la brigade de Roussillon. Une bagarre vient d'éclater dans un village à quelques kilomètres de là. Il y a un bal qui apparemment se termine mal puisqu'il y a la présence de 200 personnes et a priori de nombreuses bagarres. Et on va renforcer la patrouille de Roussillon puisqu'il n'y a que 3 personnels pour le moment pour gérer ces bagarres. Stéphane est officier et lieutenant. Il est le patron du PSIG de Vienne. Gendarme d'expérience, il est rompu à tout type d'intervention. 3 gendarmes face à une foule potentiellement agressive. Il y a urgence. Il y a des blessés ou pas? À tout de suite. Quelques minutes plus tard, le PSIG arrive sur la place du village. Le profil des assaillants est plutôt surprenant. Il s'agit de jeunes gens, pour la plupart mineurs. Je suppose que 200 personnes. On s'est groupé. Marine, gendarme de la brigade de Roussillon, vient à la rencontre du PSIG. Ils sont derrière, c'est ça? Ils sont vers là-bas, ouais. Ils sont dans la salle de fête, là, et devant la place. Et pourquoi ils se bagarrent alors? Enfin, c'est pas exactement. Ils sortent de boulot. Et effectivement, vu leur état, grand nombre d'adolescents semblent avoir abusé de l'alcool, ce que confirment d'autres gendarmes. Bonsoir. 350 et ça dure jusqu'à 3h du matin. Ouais, mais là, il faut arrêter. Là, il faut foutre sur la gueule depuis tout à l'heure. Là, il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Le lieutenant n'hésite pas un seul instant à jouer les troubles faits auprès des organisateurs de cette soirée de lycéens. Vous organisez un événement, ça génère des problèmes, vous allez être impactés. D'une manière ou d'une autre, vous allez être impactés. Ils sont là parce qu'il y a la fête. Hein. Mais là, tant qu'il y aura la musique, on ne pourra pas les faire partir. Et là, sur la route avec les jeunes... Ouais, c'est dangereux, bien sûr. Là, il faut baisser ou couper le temps qu'on les fasse partir. Hein. Ils tourneront là, du coup? Bah oui. C'est le là. Oui. Oui, c'est ce que j'explique. Pour les organisateurs, c'est la douche froide. Il est 1h30 et déjà, la fête est finie. Donc là, ils vont couper la musique, comme ça on va pouvoir faire une vague de refoulement pour engager les jeunes à rentrer chez eux. Donc, vous me la faites couper ou j'y vais? Les organisateurs se font un peu prier. Le lieutenant n'y va pas par 4 chemins. Vous me coupez la musique, autrement je vais y aller. Donc, moi, je sais pas faire, j'arrache les fils. Donc. Allez, on se met sur une ligne là. On se met sur une ligne. Allez, c'est terminé.
vous pouvez rentrer chez vous, c'est terminé. Allez, vous pouvez partir, c'est terminé. Forcément, côté fêtard, ça râle. Non, mais j'ai payé 5 € en fait, c'est pas terminé. Eh ben, je suis désolé pour vous. Le lieutenant met en place son dispositif. Allez, on va vous demander de reculer, de retourner à vos véhicules. On avance doucement. Allez. Pas facile de faire bouger une foule, mais Stéphane a de l'expérience. Avant d'être affecté au PSIC de Vienne, il a servi dans la gendarmerie mobile, parmi les spécialistes du maintien de l'ordre. Les manifestations et les mouvements de masse, il connaît. Mais quelques jeunes un peu plus agités et alcoolisés que d'autres se montrent récalcitrants. C'était 3 heures, je sais. C'est fini maintenant. C'est fini pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je l'ai décidé, monsieur. C'est que là, c'est que tout le monde se révolte. Tout le monde se révolte. Et la bagarre, elle va être vers vous. C'est ça. Je prends en compte vos menaces, monsieur. J'ai bien entendu vos menaces. J'ai bien entendu. C'est pas des menaces. Si, c'est des menaces. C'est pas des menaces. Alors, votre avertissement, c'est ça? Et le jour aussi, vraiment, le peuple va se retourner vers vous. Attendez, on parle d'une fête, là. Hein? On parle de verre d'alcool, là. D'accord. Donc, non, tout le monde s'amuse pas, il y a des bagarres. Allez, vous énervez tout le monde. Non, il n'y a que vous. Regardez combien d'énervés. 1, 2, 3. Il y a 3 énervés. Je sais qui je vais interpeller, je le sais déjà. Le lieutenant alerte ses collègues sur les jeunes qui pourraient poser problème ce soir. Celui qui a des lunettes là en gris, là, il a bien bu. Il avait un verre d'alcool et il s'est bien énervé. Il faudra faire attention parce qu'il a fait des menaces en plus. Et Rémi, j'ai acheté un pichet, moi. Serait-ce possible au moins d'avoir un verre? Non. Oh, vous êtes pénible ce soir. Mais, oui. D'autres jeunes gens se montrent plus difficiles à gérer. Le jeune homme au t-shirt blanc n'était pas invité à cette fête. Mais lui et quelques amis se sont incrustés. Et ils n'ont que faire des injonctions des gendarmes. Vous reculez, vous reculez. Ouais, je parle pour reculer. C'est clair. Chef, mais écoutez, vous reculez, c'est clair. Ça fait 10 fois qu'on vous l'explique, monsieur. Ça fait 10 fois qu'on vous l'explique. C'est lui, ça fait 10 fois qu'on vous le dit. Le jeune et ses comparses s'éloignent. Mais ils ne sont pas calmés pour autant. Ils cherchent à en découdre et une proie sur qui frapper. Et ils la trouvent. Leur cible, le jeune homme qui exhortait à la révolte du peuple face aux forces de l'ordre. Ces mêmes gendarmes qui interviennent pour le protéger. Allez, tout le monde rentre chez soi. Ça va finir par du lacrymogène et des gardes à vue. C'est pas forcément la meilleure solution. Rentrez chez vous, monsieur, rentrez chez vous. Les gaz lacrymogènes. Même si le lieutenant ne souhaite pas en arriver là, il ne s'interdit pas d'en faire usage. Il y a encore un mélange un peu explosif. Et c'est que, bon, on est conscient qu'il y en a qui, visiblement, ils partiront pas seuls, qu'il va falloir qu'on aide. Mais avant de les aider, je voudrais quand même que les petits jeunes qui n'ont rien à voir avec ce genre de problème soient partis. Si je peux éviter de faire du collatéral, j'essaye. Bon. Le petit groupe est constitué d'adolescents qui attendent que leurs parents viennent les chercher. Ils sont plus jeunes et plus raisonnables. Stéphane en profite pour faire un peu de prévention quant au danger de la conduite sous emprise d'alcool. Bon, il n'y a plus qu'un petit groupe, là. Prendre une amende, c'est pas grave. Mourir pour un verre d'alcool, c'est grave. Surtout pour des bêtises, des fois, parce que c'est la ceinture qui n'est pas mise, le casque qui n'est pas mis, pour des broutilles. Ça pourrait être n'importe qui. La dernière fois que j'ai ramassé une moto, le conducteur, il était équipé avec le casque, clavicule cassée. La gamine qui était derrière n'était pas équipée, elle n'avait pas le casque, la tête à taper, on voyait la cervelle. Autrement dit, elle est morte. Elle est morte. Lui, une clavicule cassée, et je peux vous dire qu'il a tué sa petite copine. Il va avoir une vie difficile. Elle, bien sûr, elle est morte. Juste, elle aurait eu le casque, elle n'aurait rien eu. Puis quand il faut aller voir les parents, lui expliquer que elle est morte, en plus les circonstances dans lesquelles elle est morte, et pour quelle raison elle est morte, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui est heureux. Hein. Dans l'histoire, c'est que du négatif. De nombreux parents sont venus récupérer leurs enfants. La place se vide. Restent quelques gamins esselés. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Moi, je vais ici, moi. Eh ben alors, il faut y aller. Et faut rentrer? Ouais, il faut rentrer. Il est 3h du matin, il faut y aller. Vas-y, chef. Non, mais on vous... J'y vais, il faut des câbles. Voilà. Non, mais calmement, mais voilà, c'est l'heure et il faut y aller. Oui. C'est l'heure de rentrer. Avec beaucoup de patience et de calme, les gendarmes ont réussi à gérer une situation qui aurait pu dégénérer dans la violence. On vous abandonne. Ça marche. Bon courage pour la suite. De même, oui. Il aura quand même fallu plus d'une heure pour que la place de l'église retrouve toute sa quiétude. Allez, c'est Finex. Le lendemain, il est 22h. Comme chaque nuit,
Les gendarmes vont sillonner leur secteur. Une nouvelle équipe du PSIC débute sa ronde de nuit. Le chef de bord ce soir, Mathieu, 29 ans, 7 ans de service, dont 4 années au PSIG. Cette nuit, ces militaires vont être confrontés à un fléau qu'ils connaissent bien, les cambriolages. Il y en a 600 par jour en France. Pas de temps à perdre, Mathieu et ses hommes partent sur un déclenchement d'alarme. Il y a potentiellement des individus à l'intérieur de l'habitation, donc dans l'idéal, ce serait de les prendre sur le fait pour pouvoir les interpeller. Elle est en face, où est le mec? Les gendarmes sont attendus par cet homme, escabeau en main. Ce monsieur habite la maison voisine de celle qui a été visitée. Il est intervenu à la demande des propriétaires qui sont en vacances et qui ont reçu un message d'alerte d'effraction grâce à leur alarme connectée. De la baraque. Vous êtes rentré, vous? Non, là je viens juste de poser le truc là pour regarder avec la lampe, pour voir. Toutes les machines sont fermées. Il n'y a que par là? Il y a là et le portail derrière. Le portillon est fermé à clé. Il n'y a pas eu d'effraction. Grâce à l'escabeau du voisin, Mathieu escalade le muret. Je viens de me dire d'ailleurs que c'est toujours pas réparé. Fais gaffe quand tu mettais dessus, pas essayer. Demandez pourquoi j'achète pas. Dans le jardin, tout est calme. Les gendarmes restent prudents. Armes au poing, ils font le tour de la propriété. Leur espoir, surprendre les cambrioleurs. À condition qu'ils soient encore là. Il n'y a rien. Il faut qu'on puisse voir devant. Je pense pas qu'elle est dans son état normal. Il manque... La serrure a été forcée. Il manque le barillet. C'est bon? Vas-y. Prends la gauche. La gendarmerie! Gendarmerie! Mathieu et son équipier investissent la maison sur le qui-vive. Je garde appuyer par là. Ça? Vas-y, tu fais la belle. L'alarme retentit, stridente, assourdissante. Au rez-de-chaussée, aucun dommage apparent. Mais à l'étage, le passage des cambrioleurs se confirme. Ça a été fouillé de partout. Prêt? Pas une pièce n'a été épargnée. L'habitation est complètement fouillée, donc ça laisse peu de doute sur ce qui s'est passé ici. Donc là, on va appeler les collègues de la brigade de Roussillon, qui vont venir faire les constatations d'usage. Et puis on va sécuriser les lieux en attendant leur arrivée. Les voleurs ont fouillé le moindre espace à la recherche de butin. Les gendarmes le savent, il n'y a que 17% de chances d'identifier les coupables. Mais ils vont tout mettre en œuvre pour trouver des indices qui pourraient permettre de les interpeller. Arrivée de la patrouille de nuit de la brigade de Roussillon, à leur tête, Damien. On a fait le tour, la porte d'entrée, elle était fracturée, ouais. C'est rentré du coup? Ouais. C'est surtout l'étage qui est fouillé, quoi. Ok, bon on va aller voir. Mathieu et ses collègues du PSIG passent le relais à Damien. C'est maintenant à lui de mener les investigations. Pour Damien, le seul espoir pour trouver le coupable, les empreintes digitales, sur la serrure de la porte ou sur le mobilier. À l'étage, sa collègue Manon procède de la même manière, sur les placards, les boîtes de bijoux ou le matériel IFI qui a été manipulé par les cambrioleurs. Grâce au prélèvement biologique, on va essayer de retrouver ça sur sur les boîtes ou le lecteur DVD. Qu'ils n'ont pas pris d'ailleurs. Oui, qu'ils n'ont pas pris. C'est courant. Maintenant, ils prennent plus les choses là. Ils recherchent surtout des bijoux ou de l'argent directement, mais les télés, les DVD, les téléphones portables, ils le prennent plus beaucoup. Ça veut dire que ça n'a plus de valeur pour eux? Ah, ils ont peur d'être retracés, des fois, avec le téléphone, les télés, ou il y a peut-être des numéros de série, ils ont peur. Donc les bijoux ou l'argent ne peut pas être retracé. Voilà. Sur ce lecteur DVD, Manon a repéré ce qui semble être une empreinte de doigt. Damien et Manon sont ce que la gendarmerie nomme des TIC, des techniciens d'identification criminelle de proximité. Ils ont à leur disposition tout le matériel d'experts nécessaire au relevé d'empreintes et d'ADN. Il n'y a que d'un côté, on peut la voir. Le pinceau et la poudre noire révèlent bien une trace de doigt, mais pas celle espérée. Bon là on révèle une trace
ganté, voire... Enfin, c'est glissé en tout cas. Donc c'est quoi? La personne était gantée, on là, voit aucun stri dans les... on voit les mailles qui pourraient être des mailles de gants. Le ou les cambrioleurs étaient gantés. Quand les empreintes digitales ne parlent pas, restent les prélèvements des empreintes génétiques. Et pour cela, pas question de laisser sur place d'éventuels postillons de la part de l'enquêteur qui risque de fausser les analyses. Manon porte donc un masque. Donc là, je vais faire un prélèvement biologique parce que pour ouvrir ce tiroir, ils n'ont pas eu d'autre choix que de le tirer. Donc forcément, il doit y avoir des traces. Donc vu si on voit encore de la poussière, ils ont dû le prendre par là. Donc on va relever. Le prélèvement s'effectue grâce à cet écouvillon. L'espoir que l'éventuelle transpiration du cambrioleur ait traversé les mailles de ses gants. Ils ont dû transpirer, ils ont dû laisser leur ADN quelque part. Donc s'ils sont enregistrés dans nos fichiers, là on va confronter le prélèvement à nos fichiers. Donc s'ils sont connus auparavant, on retrouvera les auteurs. Ça derrière nous. Les gendarmes s'en vont par le même chemin que celui emprunté par les cambrioleurs. À ce jour, l'enquête est toujours en cours. Dans leur malheur, les propriétaires ont eu de la chance, rien n'a été dérobé, les biens et bijoux de valeur étaient bien cachés et l'alarme a rempli son office. Pour Damien, la nuit ne fait que commencer. T'as entendu? De nouveau, un appel. Interpeller les délinquants, ce n'est pas la seule mission des gendarmes. Ces professionnels sont aussi appelés lors de graves accidents et sont régulièrement confrontés à des cas dramatiques. Là, du coup, on part sur un accident corporel. Il y a un véhicule en cause, a priori un blessé léger. On en saura plus quand on va arriver sur place. En moins de 10 minutes, les gendarmes sont sur place. L'accident a eu lieu en pleine campagne. Les pompiers sont déjà présents, ils donnent les premiers soins. La fourgonnette a fini sa course dans ce fossé après plusieurs tonneaux. Le conducteur est toujours à l'intérieur. Il est vivant ou pas? Il est vivant. Le terrain est escarpé, boueux et le conducteur incarcéré. Avant de l'évacuer, les pompiers réalisent un premier bilan. Problème, il est dans un état second et ne répond pas à leurs questions. Le SAMU est en route et devrait arriver d'ici quelques minutes. Damien répartit les tâches de ses équipiers. Manon est en charge des photos. Manon, tu penseras avec la lumière quand tu fais les photos, prendre l'entrée de virage, voir les traces de freinage. Ces clichés vont permettre d'établir les circonstances de l'accident. Il y a des traces de freinage, donc je pense qu'il a commencé à freiner ici. Et puis là, on voit la trajectoire tout le long. Il a perdu le contrôle du véhicule et il a loupé le virage. Donc c'est impressionnant quand on arrive sur les lieux d'une intervention comme ça. Après, pour l'instant, on préfère laisser les pompiers se charger du médical. Et pour les circonstances de l'accident, on ne sait pas si la personne a bu, si elle était au téléphone. Donc les vraies circonstances d'accident, on ne peut pas savoir. Dans la voiture, l'homme n'a toujours pas repris connaissance. Pour le moment, c'est un inconnu. Ni les pompiers, ni les gendarmes ne connaissent son identité. Damien récupère le seul élément accessible pour le moment qui pourrait permettre de trouver son nom. La plaque d'immatriculation. Donc là, j'ai passé le véhicule au fichier pour essayer de voir qui était propriétaire du véhicule. Ça pourrait être le conducteur, donc pour l'instant, je ne peux pas vérifier. Je vais laisser les pompiers finir leur travail. Mais ça pourrait correspondre par rapport à la date de naissance de la personne. Mais rien ne prouve que le conducteur est le propriétaire de l'utilitaire. L'urgence est de dégager ce monsieur avec précaution. Pour hisser un brancard sur un dénivelé de 2 mètres, dans une herbe humide et glissante, toute aide est bienvenue. Vous voulez un coup de main pour tirer, porter là?
Peut-être. Damien s'improvise sauveteur. Ah, nous, on ne lève pas trop. Ouvrez les yeux, là. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Allez. Spontanément, on a pu prendre le brancard, aider. Oui, ben, c'est pour ça que je me suis engagé aussi en grande partie. Donc pour moi, ça va de soi en fait. Et je serais en civil, ce serait pareil. Donc voilà. Damien peut maintenant tenter d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident et sur l'identité du conducteur. Là, je cherche tout ce qui pourrait me donner une confirmation sur son identité dans un premier temps. En même temps, je regarde voir s'il n'y a pas un compteur bloqué pour savoir s'il peut y avoir une notion de vitesse dans l'accident ou enfin tous les premiers éléments que je pourrais avoir. Autre élément à déterminer rapidement pour les gendarmes, l'homme était-il en possession de ses moyens? Autrement dit, était-il ou pas en état d'ébriété? Encore faut-il pouvoir réaliser le test d'alcoolémie. Comme on ne peut pas faire souffler la personne en cas de personne blessée, en fait, c'est le médecin qui se charge de faire une prise de sang. Donc, pour avoir l'alcoolémie et le niveau de stupéfiant dans le sang de la personne blessée, c'est peut-être ça nous permettrait de comprendre les circonstances de l'accident. Dans l'ambulance, l'équipe médicale du SAMU a pris le relais. Le blessé est perfusé, stabilisé. Il va être transporté à l'hôpital. Mais ce conducteur est toujours un inconnu. Alors Damien fait le tour de la voiture et recherche tout objet qui aurait pu être éjecté lors de la sortie de route. Vas-y, je vais regarder par là, moi, s'il n'y a pas des débris qui sont tombés avec un portefeuille, un truc. Ouais. Regarde vers la voiture, toi, si tu vois quelque chose. Damien fouille et trouve des documents administratifs avec une identité. T'as trouvé des trucs? Pour moi, et toi? Allez. Je pense que ça va être plus ça. Damien transmet l'information au médecin. Vous avez une identité du monsieur? Oui, alors. On a retrouvé ça sur ses... Né le... On le connaît bien, mais pour ce que je me dis. Autre mission des gendarmes, faire nettoyer et dégager la route pour une reprise de la circulation en toute sécurité. Vous savez s'ils enlèvent le véhicule? Ouais, bah justement, je suis en train de voir pour ça. À part. Enfin, pour vous, ça... Bah nous, ça nous arrange presque parce que si l'enlever ce soir? Ouais. Bah allez, on va l'enlever ce soir. De partout, hein. Les gendarmes ont appelé une dépanneuse et bloquent la circulation, le temps de lui permettre de se mettre en place et d'évacuer l'épave. Fin de mission pour Damien. Il apprendra plus tard que le conducteur de la camionnette avait 2,64 grammes d'alcool dans le sang. À peine le temps de remonter dans leur voiture, les gendarmes sont appelés pour une intervention à la gendarmerie. Il est 23h, c'est l'officier de police judiciaire de garde qui fait appel à eux. Une femme vient de trouver refuge dans l'enceinte de la brigade suite à une course-poursuite avec son propre fils. Elle dit avoir été poursuivie, percutée, stoppée et avoir eu très peur quand son fils a donné plusieurs coups de poing sur son capot. À l'arrivée de Damien, la femme est encore apeurée, choquée par le comportement de son garçon. Il était avec vous, le fils? Oui, il me poursuivait en voiture, il a cassé mon pare-choc, il a tapé un coup de poing dans ma vitre. Là, je vais voir déjà les dégradations qu'il y a sur votre véhicule. Est-ce qu'il a été violent vers vous? Est-ce qu'il vous a tapé? Non, il m'a pas tapé, mais moi, franchement, j'ai pas confiance. Madame, vous venez avec moi, s'il vous plaît? Damien veut constater l'état de la voiture. Mais étrangement, la carrosserie ne semble pas en si mauvais état par rapport à la violence présumée du fils. Il a tapé là-dedans. Là, il m'a cassé le pare-choc, là. Il a tapé un grand coup comme ça, il a tapé ici, et il a tapé un grand coup dans la vitre, comme ça. Et il s'est arrêté en travers. D'accord. Ça fait un moment qu'il est violent. Il habite avec vous, ce monsieur? Oui. D'accord, enfin, c'est votre fils, c'est ça, hein? Oui, il est violent. Il est très violent, il casse tout dans sa chambre. D'accord. Vous avez déjà déposé plainte pour ça, là? Non. C'est violent, ça? Ça fait un moment que ça dure, ça fait 5 ans qu'il me fait vivre un enfer. D'accord. Vous vivez avec votre ex-mari aussi, j'ai cru comprendre? Oui, parce qu'on est en instance de divorce. D'accord. Je vis avec lui et c'est pas le mari qui est violent, c'est le fils. D'accord. Mais le fils, en fait, ce qui se passe, c'est que le mari pousse les enfants contre moi. Les propos sont un peu confus et surtout invérifiables pour l'instant. Alors Damien reste pragmatique. Et du coup, pour ce soir, nous,
on peut vous raccompagner chez vous, Moi, mais c'est j'aimerais pas bien du qu'on tout. m'accompagne. Mais le problème, c'est que vous raccompagner chez vous, ça va pas régler le problème. C'est-à-dire que vous allez être avec votre ex-mari et votre fils qui est encore a priori énervé. Je ne peux pas rentrer chez moi, je suis voilà. moi j'ai peur qu'il me tape dessus. Si elle ne veut pas retourner chez elle, il faut trouver une alternative. Un proche qui pourrait l'accueillir. La femme pense à la sœur de son mari. Je vais voir si on peut me recevoir, mais sinon vous venez avec moi si elle me répond pas. Mais madame, en fait, allez avec vous, on va pas rester toute la soirée dans votre maison. On va leur faire peur, quoi. Mais nous, on n'est pas là pour faire peur aux gens, madame. On va pas aller pour mettre un coup de pression. Attends, il faut qu'il me tape pour qu'il arrive quelque chose. Madame, je suis désolé, nous, on va pas venir pour... on va pas aller chez vous et mettre un coup de pression à votre fils pour des choses que nous, on n'a pas constatées forcément. D'accord ? Donc en fait, il peut me taper, quoi. Non, je vous ai pas dit ça. Moi, je vous donne la solution. La solution pour ce soir, c'est que vous rentrez pas chez vous pour ce soir parce que, bon, vous êtes en situation conflictuelle avec votre fils. Donc là, pour ce soir, vous trouvez une solution avec votre belle-sœur, apparemment, ou une amie, peu importe. Pour ce soir, je fais quoi? Je vous conseillerais de prendre un hôtel pour ce soir. J'ai pas d'argent. Bah, nous, on peut pas vous héberger, madame. La femme tente de joindre sa belle-sœur à plusieurs reprises, sans succès. C'est toujours le répondeur. Vous voyez, ça répond pas. Ils me répondent pas. Vous avez pas une autre amie qui pourrait? Non, j'ai personne. Donnez-moi le numéro de téléphone de la monsieur. Ils me répondent pas, tout le monde en a rien à foutre. Là. Damien compose le numéro depuis son téléphone. Et cette fois, ça décroche. Oui, bonsoir madame, c'est la gendarmerie de Roussillon. Oui, bonjour. En ligne, la sœur du mari. Nous, on a une situation problématique, c'est que là, nous, on peut pas la garder chez nous parce que on fait pas ça. Et on peut pas non plus lui demander de rentrer parce que si c'est pour qu'il y ait une situation de violence derrière chez elle, c'est pas la peine. Après, attention, hein, moi je vous demande, c'est savoir si vous avez la possibilité de le faire. En aucun cas, je vous demande, vous ne force pas, en aucun cas, hein, je vous demande si vous acceptez cette solution, oui ou non. La belle-sœur propose de rappeler Damien dès qu'elle aura eu son frère. Si elle hésite, c'est que la situation est complexe. Elle révèle deux faits importants que la femme a omis de déclarer à Damien en ce qui concerne son état de santé et de récents bouleversements dans sa vie de couple. Elle me rappelle. Il y a des choses que vous m'avez pas dit, madame? Si? Vous avez annoncé quoi à votre mari et à votre fils et à votre fille? Je le sais, je l'ai dit. Vous avez annoncé quoi? Je l'ai annoncé. Oui, mais qu'est-ce que vous avez annoncé? Moment de gêne. Visiblement, la question dérange. Qu'est-ce que vous avez annoncé? Ils sont au courant. Vous voulez pas me le dire? Non. D'accord. Et vous êtes rentré de psychiatrie quand? Non, mais ils croyaient tous que j'ai perdu. Non, mais vous étiez en psychiatrie ou pas? C'était en maison de repos, oui, mais je suis sous. Et vous êtes rentré dans quel cadre? C'était la fin de votre... Ouais, d'accord. La fin de la thérapie. Et ils s'attendaient pas à votre arrivée? Il y a beaucoup de problèmes internes. Internes, c'est-à-dire? En fait, ils sont pas venus me voir, ils m'ont empêché de rentrer chez moi, ils m'ont pris mes clés, ils m'ont pris la carte bleue, ils m'ont... Qui, ils? Votre famille? Ma famille, oui. Damien ne peut laisser cette dame ainsi livrée à elle-même. Il sait que l'intervention va durer. Madame, je vais vous demander de prendre votre véhicule, à la limite, garez-le là-bas, parce que là, vous êtes devant l'entrée de la gendarmerie, ça va poser problème. Ouais. Damien en profite pour informer ses collègues. Ouais, pour info, en fait, j'ai eu la belle-sœur au téléphone. La dame, elle est rentrée de psychiatrie jeudi. Elle rentre jeudi de psychiatrie, elle est rentrée par surprise. Et quand elle est rentrée, elle est venue annoncer à son mari et à ses deux enfants qu'elle avait un amant. Et du coup, depuis, la situation est conflictuelle. Et forcément, les deux enfants le vivent pas très bien. Et le fils, en gros, est un peu remonté contre sa mère. Voilà. L'urgence reste de trouver où elle va dormir cette nuit. Damien rappelle la belle-sœur. Elle lui annonce qu'elle se met en route. Bon, il y a votre mari qui va venir accompagné de sa belle-sœur. De votre belle-sœur, pardon, je vais y arriver. Ils vont venir tous les deux, on va essayer de trouver une solution. Votre mari, lui, c'est surtout qu'il veut nous donner quelques éléments qu'on n'a pas. D'accord? Et votre belle-sœur, a priori, ce serait pour vous trouver la solution pour ce soir. Ça vous convient? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci.
Bah, c'est pas dire ce qu'ils veulent, madame. En fait, là, ils sont en train de se débrouiller pour que ce soir, vous ne soyez pas là-bas et pour que vous puissiez dormir en toute tranquillité. Donc là, on essaie de tous trouver une solution pour vous. Donc là, je vous demande si ça vous convient. Oui. Merci. Si le ton de Damien est ferme, il ne porte pas de jugement. Qu'elle rentre de psychiatrie ou pas, peu importe ce qu'elle a pu annoncer à son mari, nous, ce qui nous importe, c'est qu'elle subisse pas de violence, quoi. Voilà. Donc au moins pour ce soir. Après, tout ce qui va être dépôt de plainte, ça va être géré demain matin. Vu que là, il n'y a pas eu de violence directe, ça a été des dégradations sur son véhicule. Donc ça sera géré demain. Là, nous, ce qui nous importe, c'est qu'on ne lui demande pas de rentrer chez elle pour apprendre par la suite qu'elle s'est faite frapper ou autre, quoi. 15 minutes plus tard, une première voiture arrive, celle de la belle-sœur, suivie d'une camionnette blanche, celle du mari, accompagnée de sa fille. Moi, ce qui m'importe, c'est de trouver une solution pour ce soir. Oui, on est l'équipe. Voilà. Ce qui m'importe, c'est qu'il faut que je sorte de ce merdier. Ça marche. Allez, je vous laisse vous garer calmement. Oui, ouais, il n'y a pas de souci. Et puis... On vous explique la situation, c'est vrai que... Pas de souci. Je vous laisse vous stationner, monsieur. Cette nuit, Damien va devoir jouer le rôle de conseiller conjugal. Expliquez-moi, du coup. Bon, ma femme a des problèmes psychiatriques. Oui. Et là, elle est rentrée quand? Elle est rentrée jeudi, là? Jeudi dernier. Et là, elle vous a annoncé qu'elle avait un amant? Non. Elle a commencé à me parler de divorce, de tout ça. Comment on fait, je lui dis, écoute, on vend la maison, on partage, on paye nos dettes, on partage parce qu'on a des soucis de dette et tout, il y a beaucoup de choses. Et puis c'est tout, elle me dit, non, moi je voudrais que on paye ta moitié. Et tu pars, je lui dis non, c'est ma maison, ça fait 20 ans que je suis là, je ne vais pas supporter qu'il y ait quelqu'un d'autre à ma place ici. J'étais énervé, c'est pas bien, j'ai insulté, j'étais une pute, mais c'est une réaction normale, je suis très franc. Et votre fils, monsieur, il réagit comment suite à tout ça, là? Très mal. A priori, votre fils a suivi, je peux pas vous l'affirmer, a suivi votre mère, votre femme jusqu'ici, a tapé des coups dans sa voiture. Voilà, tout ça, c'est des choses à ne pas faire, d'accord? La violence, ça passe aussi par l'intimidation. Moi, ce que je veux simplement, c'est que demain, elle revienne à la maison et puis qu'on continue ce qu'on a commencé, puis c'est tout. Moi, je l'ai réglé, ce problème avec elle. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Du côté du monsieur, pas de problème pour que sa femme rentre à la maison. Et le fils passera la nuit chez un ami. Votre fils, ce soir, il est chez un ami. Il va être là demain. Non, mais du coup, là, moi, c'est pour ce soir, en fait. Demain, ça sera un autre jour. Demain, vous allez pouvoir vous organiser autrement. D'accord? Cette dame va donc dormir chez elle. Damien veut s'assurer qu'il n'y aura pas de nouveaux problèmes. Donc, dans tous les cas, moi, je lui ai bien expliqué qu'elle se réserve le droit de déposer plainte pour ce qu'elle a vécu ce soir, parce que c'est interdit par la loi, ce que vous avez... Enfin, pas vous, mais ce que votre fils a fait ce soir. Donc là, rentrez chez vous. Et demain, au moins, la situation, on n'y verra plus clair. Ça marche? On fait comme ça? Il aura fallu à Damien plus d'1 heure de discussion et de persuasion pour ramener le calme au sein de cette famille. Typiquement, on est sur des situations où le social est en jeu, donc ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes de sentiments, de couple, de famille, de relations parents-enfants, donc il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Et ouais, on est obligé de prendre du temps pour ce genre de situation. De toute façon, on peut pas le régler comme ça, en un tour de bras, comme une intervention classique. Tout le monde repart. Damien donne un dernier conseil. Madame ? S'il y a quoi que ce soit, si la situation devient compliquée à la maison ou quoi que ce soit, vous prenez votre téléphone, vous faites le 17, on interviendra. Ça marche? Oui. On est dehors toute la nuit, vous faites le 17 à n'importe quelle heure. Je peux vous dire, j'ai tout le monde sur le dos. Vous faites le 17 à n'importe quelle heure. Bonne nuit, madame. La nuit, les gendarmes sont confrontés à la détresse sociale, mais aussi trop régulièrement à des comportements dangereux et délictuels sur la route. Souvent, vous le verrez, des hors-la-loi d'un soir qui n'assument pas toujours leurs actes. Retour avec les gendarmes du peloton motorisé de Chana. Leur zone de compétence ne s'arrête pas aux 4 voies bitumées de l'autoroute A7. Les routes secondaires du secteur sont aussi sous leur surveillance. Nous sommes jeudi soir, il est 22 h. Les gendarmes se préparent à un contrôle routier d'envergure, ce qu'ils appellent une OAD, une opération anti-délinquance. Leur objectif, la recherche d'infractions comme la vitesse, le défaut de permis et d'assurance ou la consommation d'alcool. La zone d'intervention est ce parking d'un restaurant routier en bordure de la célèbre Nationale 7. À peine le temps de s'installer,
Une première voiture, immédiatement interceptée. Au volant, une quadragénaire. Rien d'anormal dans son comportement, pas d'infraction apparente, mais ce contrôle concerne tous les automobilistes sans distinction. Merci. Florine soumet la conductrice à l'éthylotest. Vous la passez au... Le résultat tombe. La jeune gendarme appelle son supérieur Francis, sous-officier chevronné. Venez madame s'il vous plaît. On est quoi les tests? Bon écoutez madame, avancez un peu plus, garez-vous là, fermez les portes, on va la laver dans le bain. La jeune femme s'exécute, manquant de rouler sur les pieds de l'adjudant. Peur du gendarme ou effet d'alcool? Bon, ça vous surprend? Un petit peu. Elle sort du travail la dame, donc... Vous travaillez où madame? Ah, vous travaillez où? Je suis du bar. Vous travaillez à quel jour? Je suis allé voir une tour et je vais décoller. D'accord. C'est à votre mari le véhicule madame? Allez, venez madame. Fermez. Je peux l'appeler? Oui, si vous voulez, vous dites qu'on va à la gendarmerie de Chana? Oui. La jeune conductrice se retrouve donc au poste. Et elle est visiblement impressionnée. Un nouveau souffle dans l'éthylomètre va permettre la mesure exacte du taux d'alcool de la jeune femme. Allez-y, prenez une bonne inspiration et soufflez. Encore un peu. Allez, c'est bon. Continuez. Voilà. C'est la première fois que je me fais arrêter par les gendarmes. J'ai une trouille, j'ai l'impression que j'ai tué quelqu'un, quoi. J'ai pas faire mon permis, là. 047, c'est plutôt mal engagé. Allez, venez madame. Là, vous avez plus de permis. Quoi? Alors à 047, vous êtes au-dessus du taux légal, vous avez plus de permis. Voilà. J'ai pas de permis, pourquoi le travail? On va refouler une deuxième fois. On va voir. On va voir avec la machine. Non, je peux pas faire mon travail. On va voir madame, on va voir le deuxième. Ouais. Pour la conductrice, c'est un coup dur. Il faut attendre 15 minutes avant le deuxième souffle. L'émotion est trop forte, elle demande à prendre l'air. J'ai jamais eu affaire à la police, j'ai jamais rien vu, quoi. J'ai honte. Il n'y a pas à avoir honte, madame, vous n'avez tué personne. Mais bon, une fois, j'ai jamais été arrêté par lui, j'ai jamais rien fait. Ok, on va vérifier. Ce qu'on va faire, on va faire un deuxième souffle. Si je fais mon travail, vous ne perdrez pas votre travail. Je fais mon travail, quoi. On va faire votre travail. En cette cause, en ce moment, là, le permis, il est suspendu. C'est honte. Je fais comment pour aller au boulot demain? Demain, vous ne pouvez pas y aller. À demain, vous ne pouvez pas y aller. Pas dans les médias. Je vais tout vous expliquer. Allez, venez, madame. Seul moyen de conserver son permis, passer sous la barre de 0,40 g. La même chose que tout à l'heure. 0,45, c'est moins, mais c'est encore trop. Elle est désormais piéton. Le mari est arrivé. Il rejoint son épouse catastrophée et surtout honteuse. Désolé, chérie, je suis désolé. Frédéric, le collègue de Francis, tente de l'apaiser. Écoutez, la honte, elle est moins grave qu'un accident. C'est ce que je disais à votre époux. Nous, on préfère que vous l'appeliez pour lui dire, voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai bu un coup, je me suis fait arrêter, plutôt que nous, on l'appelle pour lui dire, écoutez, votre femme avait bu, elle avait un accident, elle est décédée. D'accord? Donc ce n'est pas grave. Frédéric a calmé la situation. Francis peut reprendre la main. Donc voilà. Fred, est-ce qu'on peut en avancer un peu au niveau des pièces? Allez. Tu veux rester avec moi, avec la dame? Parce que monsieur, vous allez un peu avec mes collègues dehors. Il me ramène. Oui, non, vous inquiétez pas, il va vous attendre. Le mari sorti, après les larmes, nouvelle stratégie. La conductrice tente de minimiser son infraction. Là, je suis à un taux où j'ai plus de permis, parce que j'ai pas bu non plus comme un trou, quoi. Enfin, c'est ce qu'on vous dit. Là, on vous fait une rétention. Non, mais enfin, je veux dire, je suis consciente de ce que je fais et de ce que je dis. Et vous pouvez pas me mettre une amende, et puis je prends une amende, et voilà, quoi, je vous la paye, l'amende. J'ai bu 3 verres de vin blanc. J'ai bu au bar 3 verres de vin blanc, ça. Je vais pas vous dire le contraire, je suis en infraction, déjà. Je serais quelqu'un qui boirait constamment et qui serait arrêté toutes les 30 secondes.
J'ai jamais été arrêté de ma vie, j'ai même pas 40 ans. Je vois pas mon travail, je me suis arrêté, je suis allé au bar avec mes collègues, ça arrive une fois tous les 10 ans. J'ai bu 3 verres dans le blanc. Non mais levez pas les bras, j'ai joué, j'ai perdu, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Il y en a qui vont jouer 10 fois, ils vont gagner, et nous j'ai joué une fois et j'ai perdu, voilà, c'est comme ça. Les gendarmes sont habitués à gérer les humeurs des personnes interpellées. Ils savent comment les prévenir et les contenir. On essaie de leur faire comprendre des choses parce qu'ils passent par différents stades qui vont être, au départ, ils sont complètement atterrés, et puis au fur et à mesure, après il y a un peu de colère, il y a un peu de rébellion, il y a différentes phases, et puis il faut essayer de gérer ça. Alors, il y a un petit peu le gentil flic et le mauvais flic, Francis était un peu plus sec que moi, mais voilà, ça marche toujours comme ça. La conductrice repart, accompagnée de son mari qui va prendre le volant. Elle encourt une amende de 135 € et une perte de 6 points sur son permis. Quelques jours plus tard, à la brigade de Roussillon. La journée du samedi touche à sa fin, elle a été plutôt calme. La patrouille ramène dans ses filets un personnage bien connu des gendarmes. Cette jeune femme a été interpellée alcoolisée dans un parc. Elle y a d'ailleurs laissé ses chaussures. Bon, tu vas chez le médecin? Tu vas pas avoir le choix, tu sais très bien. C'est quoi ça? T'as des hallucinations. Une fille? La présence de notre caméra amuse la jeune femme que nous appellerons Charlotte. Si cette trentenaire éméchée est aussi décontractée, c'est qu'elle est une habituée de la brigade et elle est fan de Laura. Elle est là, Laura elle s'appelle, et qui est une gendarme très bien. Être régulièrement interpellé pour ivresse sur la voie publique, cela crée des liens. Allez, c'est parti. Allez, viens. Je te mets jusqu'à la voiture après. Ouais. Allez, monte. Mets ta ceinture. À force, Charlotte connaît bien la procédure qui consiste à voir un médecin avant d'être placée en cellule de dégrisement. On la voit régulièrement 1 à 2 fois par semaine. Elle a vraiment l'impression qu'on est proche, alors pas plus que ça, pas plus que d'autres gendarmes, mais avec moi ça s'est toujours bien passé. Après, il y a des fois c'est compliqué. Et c'est pas une amie? Non, c'est pas une amie, non. C'est quelqu'un que je vois régulièrement, ouais. Et lui, c'est qui? Ça doit être un de ses amis aussi. L'ami en question, c'est un SDF, compagnon du jour de la jeune femme. Ils se sont rencontrés l'après-midi même. C'est une femme un peu perdue, qui a perdu ses enfants, on lui a enlevé ses enfants, qui s'est séparée et qui a tout perdu en fait, qui a plongé dans l'alcool et qui a plus que ça maintenant pour... S'il est quand même tôt, il doit être 4 heures là. Il se fait tôt quand même pour attaquer l'alcool. Retour des urgences pour Charlotte, un peu moins joviale à présent. Viens souffler. Non, je refuse. Tu refuses? Oh. Mais c'est un délit de refuser de se soumettre. C'est pas grave. On va pas te mettre ça en plus. Mettez tout ce que vous voulez, moi, ça. Allez, on te fait souffler. Non, à chaque fois, faut arrêter les conneries. Non. Pas. Charlotte est placée en dégrisement, le temps de retrouver ses esprits. Juste. T'as rien sur toi? Pourquoi tu fais ça? Allez, tu veux pas souffler? Un petit tour au dodo. À tout à l'heure. Laura n'est pas insensible au déboire de cette jeune femme. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine? Bon, c'est une pauvre personne, oui. C'est un peu malheureux de voir une personne qui est obligée de plonger dans l'alcool pour résoudre ses problèmes. Ça fait jamais plaisir. Hein. Et vous en voyez souvent des gens comme ça? Régulièrement, quand même. C'est un peu la misère sociale. Ah, mon Dieu. Il est particulièrement... Derrière la porte de sa cellule, Charlotte fait entendre sa voix. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, elle lance des injures parce qu'elle nous entend dans le couloir. Le compagnon est de retour de l'hôpital. Il a droit au même traitement que sa nouvelle amie. Sa nouvelle passion même, car il l'a dit aux gendarmes, il est amoureux. Seulement, il y a un problème. Allez, à tout à l'heure, monsieur. Franchement, si vous avez une cigarette qui... Là, on n'en a pas. Très bien, on pense à vous. On pense très fort à vous. Vous le découvrirez, les gendarmes n'ont pas fini de croiser le chemin de ce SDF et de Charlotte, le nouvel amour de sa vie. Un amour vache.
Pour les gendarmes de Roussillon, que ce soit sur les routes ou en zone urbaine, les week-ends connaissent toujours un pic d'intervention, notamment en raison de l'alcool. Les débuts de semaine, eux, sont un peu à l'image des lendemains de fête, avec leur lot de gueule de bois. Nous sommes lundi soir, il est 22h30. Richard et ses 2 collègues de patrouille filent vers une adresse qu'ils connaissent bien. Là, on vient d'être appelé pour une intervention pour une dame qui fait appel au service de gendarmerie parce que son conjoint ne veut pas quitter, ou son ex-conjoint ne veut pas quitter son appartement. Et cette dame, vous la connaissez? Cette dame est connue de nos services pour plusieurs ivresses publiques et manifestes. Donc je pense que ça va être du même acabit ce soir. La dame en question, c'est Charlotte, la fan de la gendarme Laura, celle dont un SDF est tombé amoureux. Dans la cage d'escalier, tout est paisible, pas de tumulte, pas de cris. Ce n'est pas toujours le cas. Bonsoir, c'est la gendarmerie. L'état de la porte de l'appartement en témoigne. Bonsoir. Ah oui, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Mettez là, s'il vous plaît. Visiblement, Richard et ses collègues étaient attendus. Face à eux, le SDF amoureux est conduit avec un simple sac en plastique pour tout bagage. Charlotte le met dehors. Quand vous avez appelé? Non, il est venu à la maison un petit peu et tout, et je lui ai demandé de partir, il ne voulait plus partir. Elle est amoureuse d'un autre mec que moi, et pas moi. Voilà. Ah bah c'est un peu ça l'histoire. Voilà. Non, je t'ai demandé de partir. Bah, je pars, regarde. L'homme est mis à la porte, mais garde ses mêmes sentiments. Tu étais ma femme. Bah non, mais je suis désolé. Mais bah ouais, moi aussi. Je peux pas... ouais, moi aussi, ouais. Allez, on descend, monsieur. On va accompagner monsieur en bas. Il n'y a pas de problème. Madame, au revoir. Méchant. Je pense que je ne pas vite celle-là. C'est pas cool. La question pour les gendarmes, que faire du monsieur? Vous habitez où, monsieur? J'habite dans la rue. Vous avez de la famille dans le coin ou pas? On peut appeler pour qu'il meure. D'accord. Mais vous vivez pas toute l'année dehors? Quand il fait... Je lui ai dit, tu me laisses partir comme... Mon Dieu. Mais avec cette dame, vous vivez pas en couple? Bah, pas du tout. Je vous explique. Il y a 5 minutes, elle me dit, dors dans mon lit. Et 5 minutes après, elle me dit, pars. Après, elle est chez elle? Voilà. Bah ouais, mais j'ai pas dit le contraire. D'accord. Et si vous savez comme je l'aime, mais elle m'aime. Il va falloir passer à autre chose. Je pense que dans un premier temps, avant de trouver l'amour, ça serait mieux de trouver un toit. Vous n'avez pas essayé de faire le 115? 115, ça marche pas. Attendez, moi je vais prévenir le 115 dans un premier temps. Appelez pour moi. Oui, non, mais voilà. On va voir s'il y a éventuellement une possibilité de vous loger pour cette nuit. Le 115, c'est le numéro d'urgence sociale. Oui, bonsoir, la gendarmerie de Roussillon dans l'Isère. Je me permets de vous appeler. On vient de récupérer un monsieur dans la rue. Il n'a aucun lieu où dormir ou passer la nuit. Donc on voulait voir avec vous s'il y avait possibilité, au moins pour cette nuit, qu'il puisse se mettre au chaud. Vous n'avez rien du tout. Aucune place vacante. Le nombre de demandes d'hébergement d'urgence est en augmentation constante. Et les associations peinent à répondre à la demande. De nombreuses personnes en rupture sociale se retrouvent ainsi dans la rue, livrées à elles-mêmes. D'après l'INSEE, près de 200 000 personnes sont sans abri en France. Plus de 2000 décèdent chaque année, en moyenne, à l'âge de 49 ans. Je peux vous demander, monsieur, pourquoi vous buvez? Bon, parce que j'ai perdu toute ma famille et que c'est la misère noire. Vous voulez que je vous dise quoi? Mon Dieu. Ce monsieur n'a nulle part où aller. Mais il peut encore compter sur quelques gestes de solidarité, comme de la part de cette dame de l'immeuble, qui vient à sa rencontre avec un sac plein de vêtements. Merci, madame. C'est déjà trop gentil. J'ai mis tout ce que je pouvais, un blouson, Mon Dieu. une écharpe et un blouson. Excusez-moi, c'est... Merci. Eh ben, merci. Ah, vous n'allez pas rester comme ça dehors à vous jouer quelqu'un d'autre. Franchement, je suis... non, c'est bien. Allez. Je sais que de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant de toute manière. Cette dame n'est pourtant pas elle-même dans une situation confortable. Fille à la rue.
Moi, j'aide les gens. J'ai pas un rond. J'ai été obligé aujourd'hui d'aller vendre mes bijoux pour pouvoir manger. Je vais être obligé de vendre ma voiture, des meubles. Et je ne peux pas laisser un monsieur comme ça dans la rue. Je me dis, moi, bientôt, je le serai. Alors j'espère que quelqu'un le fera pour moi. Voilà. En France, près d'1 million de travailleurs pauvres vivent avec moins de 855 € par mois. Mais ça me fait mal au cœur. Moi aussi. Savoir qui va coucher dehors pour ce fois. Les gendarmes sont de plus en plus confrontés à des manifestations de souffrance sociale. On a l'impression que d'année en année, le problème ne se résout jamais. Et le phénomène de misère sociale ne fait que s'accentuer. Donc oui, c'est inquiétant quand même. Mais ça, nous, malheureusement, on est confronté à des problèmes sociaux qu'on ne peut pas gérer. On a du mal à gérer la nuit, comme un hébergement d'urgence pour monsieur. Alors que Richard continue d'appeler sans succès différents sites d'accueil, surprise, Charlotte, prise de remords, fait son apparition. Revoilà sa copine, donc on va voir ce qu'il en est. Bonsoir. Donc qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, on essaye de trouver un centre d'hébergement pour monsieur. Il est sans logement ce soir, vu que vous l'avez mis à la porte. Là, il fait nuit, ouais, mais on est le soir. Ouais, mais je fais comment, moi? Et vous, à sa place, dehors, la nuit, dehors? Putain. Si vous voulez pas le reprendre, vous nous le dites, il n'y a pas de souci. Mais... Si vous le reprenez, par contre, on revient pas. Si je refuse, il va où? Eh ben, malheureusement, il dormira dehors. Il dormira dehors. Et je me sens mal parti, là. L'homme, comme les gendarmes, sont suspendus à la décision de la jeune femme. Que va-t-elle décréter? Ok. Bien. Par contre, je dis devant les gendarmes, si tu pètes un câble, c'est mort. Donc allez, tout le monde rentre chez soi, là. Monsieur, on vous fait confiance? Allez. Dormez dans le salon, vous la laissez dormir tranquille. Allez-y. L'homme ne se fait pas prier, ravi de retrouver un peu de confort. Allez-y, allez-y, monsieur. Avant qu'elle change la vie. Allez, bonne soirée. Pour ce soir, repas dans les rues de péage de Roussillon. Au cœur de l'enquête, 100 jours avec les gendarmes de l'Isère, tout de suite sur C-Star. Pendant l'épidémie, quels que soient vos problèmes de santé, faites-vous soigner. Que ce soit en